Fast and Furious actor Paul Walker died from a combination of traumatic injuries and burns. Imagine une voiture tellement dangereuse qu'elle coûta la vie à Paul Walker, l'icône de Fast and Furious, dans un terrible accident. Un monstre avec un V10 de 600 chevaux sur les roues arrière en boîte manuelle, une caisse de malade qui fait un bruit de Formule 1. Une supercar tellement extrême que même Walter Rowe, l'ancien pilote de rallye en groupe B, un mec habitué à conduire les caisses les plus dangereuses au monde, dira « C'est la première fois de ma vie que je conduis une voiture et qu'elle me fait peur ». Un engin que t'as d'ailleurs sûrement déjà vu sur la chaîne de GMK quand le professeur Raoul a décidé de la mettre en travers sur les petites routes modégasques. Et ouais, aujourd'hui j'ai envie de te parler de Porsche et notamment de la Carrera GT. Sauf qu'avant de te raconter l'histoire de ce monstre, il va falloir que toi et moi on reparte en arrière pour en comprendre les origines. Parce qu'il y a une autre voiture que je veux te présenter. Une autre légende créée par Porsche 30 ans plus tôt, un bijou que j'avais en poster dans ma chambre quand j'étais gosse et qui m'a toujours fait rêver. Une création qui se trouve être l'ancêtre de la Carrera avec une histoire similaire et qui a mis Porsche à genoux lors d'un procès sans précédent dans l'histoire de l'automobile tant elle a précipité dans la tombe bon nombre des braves qui ont eu l'audace de prendre son volant. Allez, toi et moi on va partir revivre l'histoire de la première Porsche 911 Turbo. Une œuvre d'art qui a marqué l'histoire de l'automobile à tout jamais en gagnant le terrible surnom de Widowmaker, la faiseuse de veuves. At Porsche, we don't let you buy a car unless we've test-driven it first. Et tout ça commence dans les années 70. Porsche est une marque connue et reconnue. Ils sont à leur apogée. Ils ont donné la vie à leur premier modèle mythique, la 911 en 1964. Une voiture révolutionnaire qui a retourné l'industrie de la voiture de sport comme on le connaissait. Une caisse performante, fiable et même pratique. Et ouais, la première voiture de sport à avoir 4 vraies places. À ce moment-là, quand tu penses à la 911, tu y vois la voiture parfaite, polyvalente, rapide. Sauf qu'à l'époque, quand tu voulais en acheter une d'occasion, t'avais aucun moyen de savoir d'où elle sortait. Alors que maintenant, grâce au sponsor de cette vidéo, Car Vertical, eh bien c'est possible. Mais d'abord, Car Vertical, c'est quoi ? Eh bien c'est un service qui te permet de checker l'historique d'une voiture dans plus de 35 pays. T'as juste à rentrer le numéro de plaque ou de VIN et tu obtiens un rapport détaillé t'indiquant si la voiture a eu un accident, avec des photos, si le compteur a été trafiqué ou même si elle a été volée par exemple. Et tiens, regarde celle-ci, une 911 Turbo S de 2018, descendant direct de la 911 Turbo dont j'ai commencé à te raconter l'histoire. Eh bien on voit que la voiture n'a pas de problème de kilométrage, elle n'a pas été volée non plus et les papiers sont en règle. Par contre elle a subi un sacré accident au début de sa vie au States, comme on peut le voir sur les photos du rapport. Et c'est clairement pas beau à voir, comme tu peux le constater. Puis elle a été rématriculée en Belgique, où elle a été probablement exportée puis réparée, pour enfin être renvoyée en France comme si de rien n'était, et être revendue. Sauf que si le vendeur te le précise pas, eh ben tu peux te retrouver avec une caisse qui a été accidentée dans ton garage. Alors avant d'acheter un véhicule, et notamment s'il vient de l'étranger, pense à faire un rapport Car Vertical. En plus avec mon code DRIVE, tu as 20% de réduction. Je te laisse un lien dans la description. N'hésite pas à jeter un œil, ça m'aide beaucoup et merci à Car Vertical de soutenir la chaîne. Allez, on y retourne. Parce que ce succès de la 911 auprès du grand public, et Porsche forcément ça leur donne des ailes. Alors en parallèle de cette réussite, ils sont aussi présents en compétition. Où encore une fois tout leur sourit. Ils viennent même de remporter pour la première fois les légendaires 24 heures du Mans avec leur célèbre Porsche 917. Un monstre d'ingénierie piloté par Hans Hermann et Richard Hartward. Ce qu'ils vont d'ailleurs réitérer l'année d'après avec une nouvelle victoire écrasante. Ils sont inarrêtables. Mais toutes les bonnes choses ont une fin car la FIA décidera de changer sa réglementation en visant spécialement la 917 qui se retrouve maintenant au placard. Mais c'est pas grave parce qu'en parallèle des 24 heures, Porsche s'est aussi engagé dans une compétition qu'on retrouve outre-Atlantique, appelée la Can-Am, pour Canadian American Challenge Cup. Et cette compétition est assez particulière, on va dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est littéralement un bac à sable pour tous les constructeurs où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Des voitures construites de A à Z pour le circuit avec aucune limite de puissance ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui donne des trucs pour le moins originaux et complètement barrés. C'était un peu le groupe B version circuit pour ceux qui ont la ref. Et pour l'occasion, Porsche ne dérogera pas à la règle en engageant une version gonflée de la 917 du Mans. Et histoire de bien rentrer dans le thème de cette course, ils lui grefferont 2 énormes turbos poussant la bête à presque 1100 chevaux pour 800 kg. Même avec les standards d'aujourd'hui, ces chiffres sont ahurissants. Et ça tombe bien parce qu'un certain Josh Fulmer sera assez fou pour relever le défi. Et devine quoi ? Lors de sa première participation à l'épreuve, il va rouler sur la concurrence et repartir avec la première place. Et l'année d'après, on recommence. Porsche proposera une version améliorée de la 917, la poussant cette fois à près de 1500 chevaux. Et forcément, ils écrasent tout le monde une nouvelle fois. Et ça plaît pas à l'association Can-Am qui bannira encore la 917 comme l'a fait la FIA au Mans. Et ouais, cette domination de Porsche n'était clairement pas au goût de tout le monde. Mais derrière cette voiture de folie se casse un ingénieur, un certain Hans Mezger. Papa du moteur de la 911, il a ensuite travaillé sur la 917 jusqu'à l'amener à son point culminant au Can-Am. Et ça tombe bien qu'il ait travaillé dessus car Porsche ne compte pas s'arrêter là. Et leur nouveau projet en compétition, c'est le Groupe 4. Et qui dit Groupe 4 dit homologation, et donc devoir vendre des centaines de modèles de sa version de course au public. Et crois-moi que le public n'était clairement pas prêt à ce qui allait arriver. The
Porsche 911. Et pour ce projet, Hans jettera naturellement son dévolu sur sa 911, son bébé qu'il a développé pendant des années, en prenant leur meilleur moteur de l'époque, celui de la 911 Carrera RS, la version la plus hardcore. Sauf que c'était pas assez, et c'est à ce moment-là qu'il prendra la décision qui va tout changer, celle de lui greffer un énorme turbo comme il l'avait fait pour la 917. Sauf que pour supporter tout ça, la pauvre 911 va falloir la bodybuilder. Alors ils élargissent les ailes, ils revoient la suspension, ils y mettent des gros freins, ils retouchent le châssis, ils ajoutent même ce célèbre aileron pour essayer tant bien que mal de la plaquer au sol et lui faire tenir la route. Sauf que tu vas voir que c'était clairement pas suffisant. Et en 1974, elle est là, prête à être dévoilée au grand public. A feeling of freedom, and opportunity, and possibility. Le premier modèle de la 911 Turbo sera d'ailleurs offert à Louis Piech comme cadeau d'anniversaire par son frère Ferry Porsche. Et ouais, il y a des avantages à être dans la famille. Le premier modèle d'une lignée qui deviendra célèbre. D'ailleurs, elle est toujours visible au musée Porsche en Allemagne actuellement. Mais son annonce officielle se fera quelques mois plus tard lors du salon de l'auto de Paris. La première voiture de série à avoir un moteur turbo. C'était une putain de révolution à l'époque. Et cette révolution aura du succès. Beaucoup trop même. Initialement prévu à 500 exemplaires pour homologation en compétition, l'engouement autour du modèle amènera Porsche à étendre sa production. Ce qu'ils regretteront amèrement plus tard, tu vas voir. Et rapidement, elle se construit une réputation, encensée par la presse comme la voiture de sport par excellence. Tous les fans d'automobile en voulaient une. Les stars du monde entier en achetaient une, elle devient un symbole. Sauf qu'on parle d'une voiture de course que l'on a amenée sur la route, aucune aide à la conduite, presque 300 chevaux sur les roues arrière et un énorme turbo qui souffle à 4000 tours. Ce monstre était destiné à être conduit par de vrais pilotes, sauf qu'à ce moment-là, n'importe quel idiot avec un portefeuille assez garni pouvait sortir d'un concessionnaire Porsche avec ce modèle. Et beaucoup partiront avec, mais ne reviendront jamais chez eux. La faiseuse de veuve était née. Et les drames s'enchaînent. Oui, la voiture a un succès incontestable, sauf que les accidents se multiplient et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter jusqu'au point de non-retour, où une femme du nom de Cynthia Fall empruntera la 911 Turbo de son mari pour emmener son patron Donald Fresh pour faire un tour et lui montrer de quoi était capable ce monstre. Sauf qu'elle fera une erreur, celle de freiner en plein virage. Et à ce moment-là, elle perdra le contrôle de la voiture qui viendra heurter un autre véhicule qui arrivait en face. Et Donald, qui se trouvait sur le siège passager, perdra la vie lors de cet accident, ce qui amènera la famille du défunt à traîner Porsche devant un tribunal avec un procès sans précédent dans l'histoire de l'automobile. La famille reprochant à Porsche de vendre une voiture beaucoup trop dangereuse et d'être coupable de négligence. Le procès révélera que Cynthia avait bu et qu'elle roulait beaucoup trop vite, ce qui aurait dû régler l'affaire en faveur de Porsche. Sauf que non, lors du procès, certaines notes internes de la marque seront révélées décrivant la voiture comme extrêmement dangereuse. Porsche ira jusqu'à tenter de convaincre le jury que la 911 Turbo était sûre en demandant à un pilote d'essai d'en conduire une et en filmant les sièges pour le montrer au jury. Mais rien n'y fait, les notes internes mises en lumière auparavant sont accablantes, ce qui les amènera à payer 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille. Une condamnation sans précédent dans l'histoire de l'automobile. Et plus tard, ce sera au tour de la star de hockey Pelle Lindbergh d'affronter la 930, car peu de temps après en avoir acquis une, il tentera le diable et perdra le contrôle de la voiture qui finira emboutie dans un mur. Le choc est terrible, il décédera des suites de ses blessures quelques heures plus tard. Et Porsche, pour se prévenir de futures déconvenues comme celle-ci, décidera de se protéger. Dorénavant, chaque propriétaire de 911 Turbo recevrait des cours de pilotage avant de prendre le volant de ce monstre. Et comme si ça suffisait pas, il y a des préparateurs qui se sont dit que ce serait une bonne idée de créer leur propre version de la 911 Turbo, et notamment Roof. Et ouais, tu les connais sûrement grâce à leur légendaire Yellowbird. Mais aujourd'hui, c'est pas elle qui nous intéresse, mais celle qui l'a précédée quelques années auparavant. Parce que Roof, ces petits malins, ils se sont dit que ce serait plus rigolo de mettre un turbo encore plus gros sur la 911. Et c'est comme ça que la Roof BTR est née en 1983. Une version améliorée et survitaminée de la faiseuse de veuve qui fait maintenant presque 380 chevaux. Alors forcément, Porsche, quand il voit ça, il commence à avoir des sueurs froides et décide de gentiment leur demander de dissocier leur marque de leur voiture pour éviter tout procès à l'avenir. Ce qu'ils feront en obtenant le statut de constructeur et non de préparateur comme il l'était auparavant. Et c'est logique, avec tout ce qui s'est passé, Porsche ne pouvait vraiment pas se permettre de prendre le risque. Et pourtant, malgré tout ça, ces polémiques, ces accidents, les procès, c'est pas moins de 17 000 modèles de la 911 Turbo qui seront vendus par Porsche. Car malgré les risques, cette voiture attirait toujours de nouveaux clients impatients de savoir s'ils seraient capables de dompter ce monstre ou s'ils en deviendraient la prochaine victime. Et nous voilà 30 ans plus tard, alors que la marque a bien évolué en gardant toujours son porte-étendard, la 911, sous d'innombrables modèles toujours plus révolutionnaires les uns que les autres, avec cet ADN Porsche qui fait toute l'aura de la marque. Sauf que c'est maintenant que ce surnom de la faiseuse de veuve s'apprête à refaire surface pour de bon, lorsque Porsche décide de présenter sa nouvelle création, la Carrera GT.
T'entends ça? Cette mélodie, c'est celle d'un V10 qui sonne comme un moteur de Formule 1. Et c'est plutôt logique car encore une fois, cette caisse trouvera ses origines en compétition. Son moteur avait été développé pour la F1 à la base par ce cher Hans Mezger, encore une fois. Mais il ne verra jamais le jour dans l'une d'elles car le programme sera arrêté en cours de route. Ils le ressortiront quelques années plus tard pour un prototype qui va courir aux 24 heures du Mans. Mais encore une fois, l'idée sera abandonnée car Porsche préférait se concentrer sur leur prochain projet. Un certain SUV que tu connais sûrement, le Cayenne. Mais finalement, ils ressortiront le moteur des tiroirs lorsque viendra l'idée à Porsche de créer une nouvelle supercar. Et la raison est simple, l'immense succès du Cayenne apporte de l'argent en masse à Porsche. Et pour rivaliser avec les Ferrari Enzo, Mercedes SLR et Pagani Zonda, il leur faut quelque chose de dingue, d'unique, quelque chose qui marquera l'histoire de l'automobile à tout jamais. Et on peut dire qu'ils ont réussi leur coup car c'est en 2004 que Porsche dévoile au public ce nouveau jouet pour millionnaires au salon de l'Auto Paris. 600 chevaux sur les roues arrière, pas de SP, une boîte manuelle, un moteur central arrière, elle a tout. Elle redéfie même l'idée qu'on se faisait d'une supercar. Elle est adulée par la presse qui la décrit comme la meilleure voiture qui n'ait jamais été produite. Sauf que les gens se rendront rapidement compte que cette recette démoniaque n'était clairement pas faite pour tout le monde. On est très loin des standards aseptisés qu'on connaît aujourd'hui. Là on parle d'une vraie voiture de course que l'on a amenée sur la route, c'est pas quelque chose qui convient au commun des mortels. D'ailleurs Walter Röhrl, qui est pilote d'essai chez Porsche, une légende du rallye, un mec habitué à conduire les caisses les plus dangereuses au monde tout au long de sa carrière, un des braves qui a affronté le groupe B pendant des années, dira: c'est la première fois de ma vie que j'ai conduit une voiture et qu'elle me fait peur. Lors d'une émission de Top Gear, on verra le stick faire un tête à queue avec lors de ses essais. Le journaliste Jay Leno manquera de se tuer sur un circuit avec. D'ailleurs des années plus tard, il dira: This is a purpose-built car. You shouldn't drive it unless you're skilled and you know what you're doing. Sur les 1270 exemplaires produits, c'est pas moins d'une sur 6 qui finiront détruites. Et c'est normal, l'histoire se répète, la malédiction de la faiseuse de veuve refait surface. Ce genre de voiture dérivée de modèles de course s'adresse à un public averti, ce sont des engins qui nécessitent de réelles connaissances en termes de pilotage. Sauf qu'encore une fois, le seul prérequis pour en acheter une à cette époque était d'avoir empoché 500 000 € qu'elle coûtait. Et les accidents s'enchaînent encore et encore jusqu'au 30 novembre 2013 où l'un des plus violents et surtout médiatiques de tous aura lieu. New details this morning on the deaths of Fast and Furious star Paul Walker. Ce jour-là, l'acteur se trouve à un événement caritatif d'exposition de voitures en Californie. Et c'est cool, c'est pour la bonne cause et récolter des dons. Tout se passe bien, sauf qu'à la fin de la journée, il croise un ami à lui du nom de Roger Rodas, qui est pilote professionnel et qui est au volant de sa carrière GT. Et c'est à ce moment exact que la vie des deux hommes va basculer, car ils décideront d'aller faire un tour. Et c'est logique, car Paul a toujours été un grand fan de cette caisse. My dream car is the Carrera GT. Et ils partent en trombe, on est en plein milieu d'une zone industrielle, il n'y a pas un chat à l'horizon, alors Roger accélère de plus en plus, 100, 120, 140, jusqu'au moment fatidique où à 160 km/h il perd le contrôle de la voiture, venant heurter un poteau électrique pour finir sa course dans un arbre. La voiture a été pratiquement coupée en deux, les deux hommes perdront la vie lors de cet accident. Et forcément, vu la renommée de l'acteur, s'en suivra une tollée médiatique remettant la lumière sur Porsche et sa fâcheuse tendance à sortir des voitures qui ont très envie d'envoyer leurs propriétaires dans le décor. Et je te laisse deviner la suite, cette fois c'est une autre partie de l'histoire de la 911 Turbo qui se répète, celle des poursuites judiciaires. C'est la fille de Paul Walker, Meadow Walker, qui amènera Porsche devant un tribunal affirmant une nouvelle fois que la voiture n'avait rien à faire sur les routes. Et c'est pas faux, mais cette fois, comme souvent aux États-Unis, un accord à l'amiable sera trouvé entre Porsche et Meadow. Une affaire qui s'est probablement réglée à coups de millions de dollars. Mais malgré tout ça, ce monde se vend toujours pour plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Les passionnés d'automobiles fortunés se l'arrachent, car au-delà du danger, les sensations qu'elle procure sont sans pareil. Une œuvre d'art qui a pris sa place dans l'histoire de l'automobile. Plus jamais on ne verra ce genre de modèle sur nos routes. Et là, je t'ai parlé de Porsche, mais ils n'ont pas été les seuls à créer ce genre de dinguerie. Dans la même lignée, on retrouve la légendaire Dodge Viper par exemple. Une autre folie avec un V10 mais à l'américaine cette fois. Et comme le souligne très bien notre cher Jeremy Clarkson de Top Gear, la conduite de cette bagnole s'apparente plus à une danse avec la mort qu'à une petite promenade de santé. Trouble is though, when you just think everything's going well, it kills you. Et pourtant, elle aussi sera un véritable succès, parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête de sensations fortes, dans cette volonté de se confronter à l'inconnu, de maîtriser l'incontrôlable. La 911 Turbo, la Carrera GT et toutes les autres représentent plus que de simples véhicules. Elles incarnent une époque où la puissance brute et l'audace technique étaient au cœur de la conception automobile. Ces voitures sont des témoignages d'une ère où l'innovation n'avait pas de limite, où la technologie et la passion se mêlaient pour créer des chefs-d'œuvre. Mais pourquoi est-ce que l'on continue à acheter ces modèles en sachant pertinemment qu'ils sont dangereux? Je veux dire, à leur sortie passe encore, il n'y a pas eu de tollé médiatique. On peut prôner l'ignorance. Mais plus tard et encore aujourd'hui, après tous les scandales qui ont taché leurs images, pourquoi est-ce que l'on est quand même prêt à prendre le risque? Eh bien la raison est simple, parce qu'on aime ça. Au fond de nous-mêmes, le danger nous attire. On veut se prouver que oui, on est capable de dompter ces engins, parce que ce sont des machines qui nous fascinent, parce que l'on est toujours attiré par ce qui nous dépasse, parce que depuis toujours l'homme a voulu repousser ses propres limites. C'est quelque chose de profondément ancré en nous, parce qu'au fond, on a tous cette envie de vivre des sensations fortes, de sentir ce frisson qui nous rappelle qu'on est vivant. Bon, si t'as aimé l'histoire de ces modèles mythiques, je t'invite à aller voir celle-ci qui parle d'une autre légende, Sébastien Loeb, celui qui a dominé le monde du rallye pendant presque une décennie. Allez, gros bisous, on se retrouve là-bas.